En fait, pour moi, la vraie question, c'est comment différencier le vin que tu vas retrouver à 1 euro dans un supermarché par rapport à quelque chose qui va se vendre à 20-25 euros. Comment communiquer de cette valeur ajoutée, de l'éthique qu'il y a derrière, du travail manuel qu'il y a derrière. En fait, c'est tout un art qui se cache derrière une bouteille et c'est vachement compliqué, en fait. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Elle s'est installée en Angleterre il y a bien longtemps et, de fait, elle est plutôt discrète en France. Pourtant, on peut dire qu'elle fait partie des personnalités qui comptent dans le monde du vin aujourd'hui avec un véritable engagement. En créant Raw Wine, Isabelle Légeron a donné une visibilité internationale à des dizaines de domaines viticoles qui produisent des vins de lieu et des vins d'émotion. Elle était de passage en France en février dernier pour la seconde édition du salon Raw Wine à Paris. Elle a accepté de répondre à mes questions et d'évoquer, entre autres, son titre de Master of Wine, la création de Raw Wine, ainsi que les marchés et les prix des vins. Bonjour Isabelle Légeron. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Ici, on est à Malakoff aujourd'hui, on n'est pas dans le vignoble. On est ici parce qu'on est à l'avant-veille du salon Raw Wine à Paris. Raw Wine, c'est un petit peu ton bébé, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est mon bébé. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, écoute, je m'appelle Isabelle Légeron. Je suis native des Charentes. Je suis née à Cognac, là où j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Et ensuite, je suis partie en Grande-Bretagne. Donc, ça fait 30 ans que je suis installée en Angleterre, où j'ai fait une partie de mes études et puis toute ma carrière professionnelle, on va dire. Qu'est-ce qui t'a fait partir à Londres ? En Angleterre, pardon. En fait, oui, j'ai en fait, voilà, exactement. J'ai vécu toute ma vie là-bas, à Londres. Quoique là, maintenant, j'habite un petit peu à l'extérieur, en pleine campagne. Mais c'est les études, le boulot, en fait, m'ont emmené à trouver un petit job à Londres pour l'ambassade thaïlandaise. D'ailleurs, c'était assez marrant. Et puis la vie m'a beaucoup plu là-bas. Et puis je suis restée. Après, j'ai fait une création d'entreprise. Et puis bon, ben voilà, après une chose on emmène une autre. Et puis 30 ans plus tard, je suis toujours là-bas. Alors, tu es issue d'une famille qui avait déjà un pied dans les vignes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Complètement. Alors moi, j'ai été vraiment élevée dans la campagne. Toute ma famille, que ce soit du côté de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, sont vignerons, vigneronnes, en fait, dans le Cognacais. On avait une petite qui existe toujours d'ailleurs. Hein, je crois que maintenant mon frère est la 7e génération bouilleur de cru. Donc avant, mon arrière-grand-père, il avait un petit alambic sur son cheval qui traînait de village en village. Donc voilà, moi j'ai été élevée vraiment à travailler dans les vignes depuis toute petite. Et puis on avait des vaches, des moutons, des chèvres, des poules, tout ce un jardin. Donc tout ce qu'on mangeait, en fait, on le préparait nous-mêmes, on le cultivait nous-mêmes. Donc j'ai une enfance, à l'époque, j'ai trouvé très très dure, et puis qui m'a envoyée finalement à l'université et puis à faire autre chose, en me disant je mettrai jamais les pieds à la terre. Et puis finalement, ça a été une enfance merveilleuse qui m'a appris énormément de choses. Et du coup, j'ai une très très une admiration en fait pour la nature et toutes les choses que la nature produit. Et c'est ça qui finalement a éveillé en moi cet amour du vin après quelques années de bosser en Grande-Bretagne, de décider de me remettre à travailler dans le vin. Donc, et ça fait 30 ans que j'habite là-bas, donc si des fois je fais un peu des fautes d'orthographe en français, il faut me pardonner. Oui, tu commences à avoir un très léger accent
britannique. Presque. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu as voulu te lancer dans le monde du vin ? Oui, alors en fait, donc comme je disais, donc j'ai vraiment été élevée à faire les vendanges. On n'avait pas de machine à vendanger. On avait des raisins pour la fabrication du cognac. Et puis je suis partie donc à l'université et j'ai trouvé un boulot donc à Londres. Et lorsque j'ai eu 26 ans, 27 ans, mon père est décédé d'un cancer du poumon qui a été fulgurant. En fait, il l'a emporté en quelques mois. Et c'est un cancer qui est, bon, c'est pas prouvé, mais c'est en grande partie dû à l'utilisation d'herbicides, de pesticides, parce qu'en fait, en grandissant, j'ai vu le vignoble familial se transformer de manière d'une culture biologique à une culture conventionnelle, en fait. Donc, moi, ma famille a fait vraiment partie de cette mouvance dans les années, on va dire, fin des années 70 et 80, début 90, à transitionner vers le conventionnel, à porter la machine à vendanger, à commencer à mettre des engrais dans la vigne, à désherber, donc arrêter le labour et le travail manuel. Et donc, en fait, on a commencé à utiliser tous ces produits sans connaissance. Et il y a toute une génération d'agriculteurs en Europe. C'est pas uniquement un problème français, mais on a toute cette génération d'agriculteurs qui arrivent maintenant il y a beaucoup de personnes âgées qui sont très très malades ou qui sont morts de manière prématurée. Et mon père en faisait partie. Et ça m'a fait un gros choc parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'étais partie de chez moi et que je m'étais éloignée du monde agricole et du monde du vin, mais qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et je suis revenue aux études parce que j'avais fait quand même 4 ans. Avant, j'avais fait une maîtrise, un DESS. Et donc, j'avais déjà passé pas mal d'années à la fac. Et puis, voilà, je crois qu'à l'âge de je devais avoir 27 ans, je me suis remis aux études. Donc, j'ai fait le W7 que tu es en train de faire. Donc, j'ai fait 2 ans de W7, donc j'ai passé mon diplôme. Et puis, je me suis dit, il faut quand même que je continue. Je connaissais personne en plus dans le monde du vin. Moi, j'habitais à Londres, c'était pas du tout mon industrie. Donc, je me suis dit, je vais faire le Master of Wine. Comme ça me permettra de rencontrer du monde. J'avoue que si j'avais su à l'époque le boulot que ça allait me demander, je l'aurais peut-être pas fait. Mais bon, voilà, je me suis embarquée dans le Master of Wine. Tu t'es lancé la fleur au fusil un peu ? Complètement. Je connaissais personne. Il a fallu que je demande à quelqu'un qui ne me connaissait pas du tout, d'ailleurs, d'être mon sponsor. Donc un Master of Wine. Je lui ai dit, écoute, je voudrais faire le programme. Il me faut un sponsor. Est-ce que tu peux signer mon document ? Il m'a dit, oui, pas de problème. Et puis voilà, et puis après je me suis fait plein de copains, puis ça s'est très très bien passé, et puis je l'ai réussi, donc ça a été génial. Mais voilà, donc ça a été un peu mon retour de cette manière, finalement d'une manière très académique, parce que moi quand j'ai commencé le W7, je savais pas que tu me parlais de Chablis, je savais pas que c'était un chardonnay, donc j'avais une connaissance terrienne et agricole du monde du vin. Très complète, puisque j'avais travaillé toute mon enfance dans les vignes, mais j'avais une culture du vin qui était non existante, en fait. Mais ça, c'est très important pour le Master of Wine. Il y a une partie technique importante, donc si tu as cette connaissance-là, c'est quand même un atout important. Oui, bien sûr, ça m'a aidé, et puis bien sûr, ça a été super utile. Mais bon, après, il y a tout un monde par derrière qui s'est ouvert, qui est génialissime, en fait. Ça t'a plu, cette période du Master of Wine ? Est-ce que tu as aimé étudier et travailler pour avoir ce titre ? Ouais, beaucoup, en fait. J'ai travaillé. Ça m'a demandé beaucoup plus de travail que pendant mes années d'université. Je t'avoue que j'ai fait des années à la fac un peu parce que je savais pas trop quoi faire. Mais oui, le Master Wine, j'ai énormément aimé. De toute façon, tu ne peux pas réussir sans vraiment bosser. Hein. C'est impossible. Et puis, je me suis vraiment mis dedans. Je me suis éclatée, en fait. D'ailleurs, j'ai réussi, je dirais, assez bien. J'ai trouvé ça assez facile. Ça me demandait énormément de travail, bien sûr, mais je me suis vraiment éclatée. Je me suis fait plein de copains. Et puis, ça m'a permis, en fait, d'acquérir une culture du vin, là, par contre, je dirais, assez conséquente.
Et puis de me reconnecter envers la nature, puisque je me suis rendu compte que au travers le Master of Wine, c'est pas tellement, c'était pas, il y avait beaucoup de choses que j'apprenais que je savais que c'était pas tellement mon truc, hein, parce que c'est quand même, le monde du vin est quand même très corporate, je veux dire, c'est un monde d'affaires, c'est normal, c'est une industrie comme une autre. Mais j'ai retrouvé quand même au fil de mes études un petit monde parallèle de biodynamie, de bio, de vinification naturelle. Et là, ça m'a permis après déjà d'avoir un titre, le Master of Wine, et puis après de passer sur une voie, on va dire, complètement différente. Mais l'avantage du Master of Wine, et je sais que beaucoup se posent la question de le faire ou pas le faire, si on est vraiment branché sur une filière, on va dire, un peu plus, oui, sur les vins peu interventionnistes, en biodynamie. Ça permet quand même d'avoir une culture super solide, mais de faire ce qu'on veut avec. En fait, c'est pas parce qu'on fait un MW qu'on va se retrouver à travailler pour une grosse boîte à remplir des spreadsheets. Bon, il y en a beaucoup qui le font, mais on n'est pas obligé de... Voilà, ça ouvre beaucoup de portes. Mais toi, tu avais déjà cette sensibilité-là sur les vins bio ou nature au moment où tu le faisais? Non. Ou c'était le début? Ouais, pas du tout, parce qu'en fait, j'avais pas du tout de connaissances, moi, à part boire les vins que les copains de mon père, qui était à la Chambre de l'Agriculture à l'époque, faisait. Donc, il avait un copain dans le Muscadet qu'on allait voir tous les ans, il avait un copain en Alsace, il avait un copain dans le Bordelais. Bon, voilà, c'est ce qu'on buvait à la maison, plus le vin que lui faisait. Mais j'avais pas du tout j'ai pas cette notion, finalement, déjà, j'avais pas la notion de cette industrie du vin. J'avais pas la notion de savoir... il existe donc dans ces marchés des vins vinifiés d'une telle façon. Pour moi, j'avais vraiment très peu de connaissances. Hein. J'étais vraiment, j'avais zéro connaissance. Je reviens de très 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 loin à ce niveau-là. Mais après, bon, au fil des dégustations et de rencontres, après, je me rendais compte qu'il y avait des vins qui étaient vraiment vinifiés d'une telle manière, avec beaucoup de bois, avec beaucoup de technicité, des vins vraiment parfaits dans le pas que ce soit une bonne chose, hein, mais vraiment techniquement parfaits. Et ensuite, j'ai commencé à faire des rencontres pendant mes études, comme des gens avec Nicolas Joly, où j'ai commencé à goûter des vins complètement différents. Et là, c'est des vins qui résonnaient avec moi, parce que moi, j'ai été élevée dans la nature, à chercher des champignons. Tu me donnes un cochon, je te fais une cuisine de cochon. Donc, tu vois, j'aime les goûts quand même. J'aime l'authenticité de goût. Et je suis très proche de la nature. Donc, en fait, quand j'ai commencé à goûter des vins qui, pour moi, je dis pas que ce sont des vins... on ne veut pas rentrer dans une polémique, c'est mieux, c'est moins, c'est meilleur ou quoi. Mais pour moi, c'était des vins qui avaient une résonance et qui me parlaient, en fait. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé ma voie, et puis je suis allée dedans. Qu'est-ce qui t'émeut dans un vin ? Pourquoi ça résonne, comme tu le dis là ? Pour moi, le vin, c'est pas du tout... Et en fait, ça, c'est un peu le problème des études. C'est que quand tu fais des études poussées sur un sujet... ça devient un exercice intellectuel. On est d'accord, on a énormément de choses à apprendre, on se perd dans la tête, en fait. Moi, je trouve que le vin, quand on s'amuse, quand on commence à noter, à mettre des scores, on commence à avoir une vision très intellectuelle du vin. Et en fait, que j'ai eu, hein, j'ai joué le jeu, je suis tombée un petit peu dans ce trou-là, puisque c'est un peu ce qui se passe au niveau du establishment du vin. Mais pour moi, en fait, je me suis rendu compte, surtout quand j'ai écrit mon bouquin, le vin nature, ma conclusion, c'est qu'en fait, un vin naturel, vinifié naturellement, c'est un vin vivant. Et pour moi, le vin, c'est un aliment. Et quand je le goûte, je cherche des sensations, je cherche une émotion. Donc, même si le vin, comme le vin qu'on boit ensemble, il y a un degré un petit peu élevé, il y a une volatile qui est peut-être un petit peu qui est un petit peu élevée, mais il y a un terroir énorme dans ce vin. Il y a une viticulture énorme. Donc quand je goûte un vin,
Et je fais énormément de dégustations pour le salon, puisque je reçois des centaines d'échantillons régulièrement par des gens qui veulent faire partie du salon. Et bien sûr, je goûte les vins. En fait, je cherche une authenticity. Ouais. Pas un vin qui se cache derrière quelque chose. Donc, en fait, je goûte le vin. Je ressens l'intention de la personne qui a fait le vin. Il y a une honnêteté dans le vin. On peut goûter, je pense, la viticulture, hein, si le vin vient d'une agriculture vraiment propre, avec des rendements qui sont en adéquation avec le terroir, des vignes vivantes. Je pense que tu peux le goûter. Donc, c'est cette espèce de complexité, la longueur, l'intensité des arômes. Et puis, bien sûr, le terroir. Bon, tout le monde n'a pas des grands terroirs. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des vins honnêtes sans grand terroir. Mais tout ça crée un tout. Et tout ça, pour moi, ce qui est important, c'est quand tu le goûtes, c'est ton estomac presque qui réagit. Tu vois, est-ce que c'est un vin que tu as envie de boire, ou est-ce que c'est un vin, bon, tu goûtes pour te faire plaisir, en tant qu'exercice intellectuel. Mais est-ce que tu ressens une émotion en goûtant ce vin? Et tout le monde est capable d'avoir une émotion en goûtant un vin. C'est juste qu'on a l'habitude maintenant de parler avec sa tête quand on parle d'un vin, plutôt que de parler avec ses papilles gustatives, avec sa salive, avec son estomac, en fait. Ce que tu nous décris là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est quand même un degré de finesse dans la dégustation qui est assez élevé. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir à être capable d'identifier tes sensations aussi finement? Écoute, je sais pas, c'est une bonne question. Déjà, c'est des années de pratique. Hein. Tu sais, quand tu fais le Master of Wine, tu goûtes des milliers de vins. Donc, tu calibres ton palais pour détecter combien de grammes de sucre au litre, pour détecter le taux d'alcool, pour détecter tout ce qui est complexité. Tu es obligé, si tu veux, quand tu dégustes à l'aveugle, d'avoir un palais qui est super calibré, de savoir si est-ce qu'il y a un effet creux dans le vin parce qu'en fait, je trouve qu'il faut goûter. Quand on goûte avec son palais, c'est des textures qui sont super importantes. Et pour moi, quand je goûte, c'est comme si j'avais une espèce de photo dans la bouche. Et ça, c'est au fur et à mesure de la dégustation et de déguster, tu arrives à calibrer. Et puis après, tu sais ce qui est possible. Donc, tu sais très bien que quand tu as bon, là, on est sur Samos, on déguste un muscat. De macération? De macération, oui, sur 30 jours, fait en amphore par un ami, Vassili. D'ailleurs, je te fais un grand bisou du domaine Filia. Merci Vassili, c'est délicieux. Et en fait, là, quand tu goûtes ce vin, moi, ce que j'adore, parce qu'en fait, le problème de la macération, c'est qu'il y a un engouement, puisque bien sûr, c'est bien de faire une macération quand tu travailles sans sulfite, parce que tu as les tanins qui vont apporter des antioxydants, les tanins vont apporter une protection. Donc, en fait, c'est un outil très, très pratique de faire une macération sur un blanc. Mais souvent, je trouve que tu as des arômes qui portent un peu sur les arômes du cognac. Tu as des arômes un petit peu oxydatifs, tu as des vins qui sont un peu lourds, ça manque de fraîcheur. Les tanins, des fois, sont un peu, tu sais, parce qu'on a cette mode aussi, il faut ramasser les raisins super tôt pour avoir de l'acidité, tout ça, parce que pareil, si tu travailles avec sans sulfite, tu veux des pH bas, enfin bon, blablabla. Tu as tendance à ramasser des raisins, souvent, moi, je trouve, qui sont pas assez mûrs. Ben, quand tu t'amuses à faire de la macération sur des vins qui sont pas assez mûrs, c'est pas bon. Alors que là, moi, ce que j'adore dans ce vin, en fait, c'est que déjà, bien sûr, t'as l'aromaticité t'as le muscat petit grain qui est vraiment qui donne énormément d'aromatique, qui passe sur une macération. Donc là, tout d'un coup, t'as ça atténue énormément cette aromatique qui peut être un peu lourde, donc qui apporte une sobriété en fait qui est vachement intéressante. Mais surtout, tu as un terroir de dingue sur des vieilles vignes avec des petits rendements. Et là, tu as une minéralité qui est incroyable. Et quand tu mets le vin en bouche, il y a énormément de longueur, mais aussi il y a pas de trou, le vin il est dense. Tu vois, et ça, quand tu goûtes ça,
Tu dis, bon, ben voilà, voilà ce que ça donne d'avoir un muscat qui pousse sur des super terroirs avec une viticulture saine, parce qu'il y a un travail de dingue sur les vignes. Et donc, tu l'enregistres, en fait, et voilà. Et puis, au fur et à mesure, ben, tu goûtes de plus en plus, et puis tu te crées de plus en plus de mémoire, de paramètres. C'est l'entraînement, en fait. Alors, on reviendra un petit peu sur le sujet de la maturité après, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais là, en nous parlant de vin, tu parles beaucoup de viticulture et de mode de culture. C'est la clé pour toi ? Pour moi, c'est super important. En fait, je dirais que c'est 90% du vin. Tu vois, quand je goûte des vins, je fais plus. Avant, je les faisais à l'aveugle. Quand on m'envoyait des échantillons, maintenant, je t'avoue que je fais moins ça. Et la première chose que je cherche, en fait, je goûte la viticulture. Donc, vraiment, tu vois, sur 6 ou 7 vins qu'on m'a envoyés, tu goûtes les vins et tu dis, bon, là, il y a, tu vois, c'est en conversion ou ça commence juste à travailler un petit peu. Parce que quand tu goûtes des vins qui ont une viticulture, on va dire, aboutie, où c'est des gens, ça fait longtemps qu'ils travaillent en biodynamie ou plus, parce que la bio, c'est vraiment le début, mais quand tu as vraiment un travail minutieux en vigne et puis un respect de la plante, parce que la plante, c'est vivant, ça se respecte. Hein, une vigne, une plante, ça a une communication incroyable. La vigne va savoir quand tu vas rentrer dans la vigne si tu es de bonne humeur, si ça va bien ou si ça va pas bien. Il y a une communication qui est extraordinaire avec les plantes, qui est possible. Mais quand tu n'as pas cette base d'avoir un raisin qui va rentrer et qui est plein de vie, plein de microbiologie, qui est équilibré en soi, qui n'a pas été arrosé à fond pour que le grain soit super gros avec du sel, donc des engrais, qui n'a pas du tout en fait la capacité de se vinifier soi-même, parce qu'en fait c'est la beauté du raisin, c'est que tu ramènes ton raisin, tu fais du jus et ça fermente tout seul. Je veux dire, c'est extraordinaire. Mais par contre, quand t'as pas un raisin qui rentre en cave, qui est capable de vinifier, de se fermenter de par soi-même avec les équilibres nécessaires, tu peux jamais faire un grand vin. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Après, tu vas pouvoir le masquer par derrière avec des levures qui vont corriger tel ou tel truc, avec des enzymes, avec des vitamines. Tu peux corriger énormément de choses, mais tu n'auras jamais un grand vin. C'est pas possible. Ce que tu cherches, en fait, c'est aussi cette authenticité-là. C'est-à-dire le travailler de manière honnête et pour que le raisin il s'exprime pleinement et disons... dans toute son... Pardon, si je bégaye, pardon. Dans toute son authenticité, voire dans toute sa nudité, quoi. C'est ça ? Moi, c'est ça. C'est en fait avoir le goût de ce raisin qui vient de tel endroit. En fait, c'est quand on parle de terroir, c'est ça le terroir. Mais si le raisin rentre en cave et puis qu'après on le badigeonne de plein de sortes de trucs, tu perds le goût d'origine, en fait, du potentiel de ce morceau de terre, de cette petite vigne, complètement. Donc pour moi, ça, c'est super important. Bien sûr, c'est la continuité. On parle du vivant. Pour moi, le vivant, en fait, c'est vachement important. On a une vigne qui est vivante, on a un sol qui est vivant. Le sol, c'est super important. Si on n'a pas un sol vivant, on ne peut pas avoir de communication entre la vigne, les racines et le sol. Le sol est mort, donc en fait, bien sûr, il faut qu'on rajoute des engrais. Enfin bon, donc en fait, le sol est vivant. La vigne a cette vitalité qu'elle va transmettre à son fruit. Et après, quand on fait du vin, il faut respecter ce vivant jusqu'à la bouteille. Donc en fait, toi et moi, là, on boit un vin qui est vivant, vraiment, qui vient de Samos, qui a une microbiologie à l'intérieur, qui a été respectée, c'est-à-dire que quand on a fermenté les raisins, la vie levurienne, bactérienne a suivi son chemin. Bon, après, les levures meurent, mais là, tu as une vie bactérienne dans ce vin.
qui est toujours là. Donc, tu as une boisson vivante. Tu as vraiment un morceau de terroir dans cette bouteille. Et ça, c'est extraordinaire pour moi. Mais tu ne peux arriver à ce résultat uniquement quand tu as une vigne qui a été bien cultivée et avoir ce respect en cave tout au long. De ce que tu dis là, je comprends que le bio, c'est nécessaire, mais pas forcément suffisant. Qu'est-ce qu'il faut d'autre en fait ? C'est quoi le mieux que le bio ? En viticulture. En viticulture. Ouais. Le bio, c'est une base, mais le bio, c'est aussi c'est assez une recette, donc c'est pas mal. Cultiver en bio, quand on fait ça vraiment uniquement pour le paperwork et le tick boxing, donc on dit vraiment il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc c'est pas tellement une prévention, c'est plutôt une recette en fait, qui est déjà bien. Il faut dire que c'est bien. Après, il y a quand même, je pense, moi je suis pas non plus une experte, je suis pas viticultrice, mais je pense qu'il y a pas mal de déviance au niveau du bio de base où on a tendance un petit peu on veut quand même faire rentrer plus de gros domaines. Donc je pense qu'il y a quand on parle au niveau de la certification. Je suis pas sûre que ce soit. Je pense que ça pourrait être plus strict, mais c'est une bonne base, déjà, c'est une bonne mentalité. Mais après, je pense qu'il faut que le viticulteur, la viticultrice ait une sensibilisation envers le végétal, envers la plante, en fait, et un respect envers le vivant. Et être à l'écoute et être à l'observation. Et l'idée, c'est pour moi, quand les gens, je trouve, pour lesquels j'ai le plus de respect et qui travaillent pour moi très bien dans la vigne et qui font des vins magnifiques, ils sont à l'écoute, en fait. C'est plutôt la vigne et le terroir et les circonstances et le climat qui va leur donner un cahier des charges, plus que de suivre un cahier des charges qui a été pondu dans une administration qui peut être à 3000 km de là où tu fais ton agriculture. Tu sais, des fois, ça peut être complètement décalé. Et les gens qui sont vraiment à l'écoute, qui ont ce respect profond pour un ver de terre, pour une abeille, pour moi, c'est les plus grands agriculteurs, agricultrices qui existent. Tu vois, cette observation et cet amour pour les insectes, pour le végétal, la vigne, pour les chiens, pour tout. Et ça, après, je pense que c'est quelque chose qui se traduit de manière à travailler de manière beaucoup plus régénérative, dans un respect de biodiversité qui prend des années. Ça, tu peux pas le faire du jour au lendemain, mais c'est avoir une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus comment dire de. Ouais, ça marche en français aussi. Ok, holistique d'une vision d'ensemble. Où on essaie de réduire le soufre qu'on va mettre dans la vigne, le cuivre et autres produits, et travailler dans une approche beaucoup plus regenerative, où on fait beaucoup plus que le strict minimum, en fait. Là, tu parlais d'administration, et en filigrane, je comprends que tu parles de définition, en tout cas d'encadrement. Le vin nature, c'est un terme qui est aujourd'hui pas très bien encadré ou pas très bien défini. Est-ce que c'est quelque chose qui manque, d'après toi ? Et j'en profite pour parler de ça parce que le week-end dernier, il y avait la Div Bouteille, le grand salon à Saumur. Et il y a Sylvie Augereau qui a un petit peu fait polémique avec un mail qu'elle a envoyé aux participants en expliquant que il fallait laisser certains vins un peu trop barrés à la maison, et ça a créé beaucoup de remous dans le milieu du vin naturel. Il y a eu des débats sans fin sur les réseaux sociaux, et ça me fait un petit peu penser à ça. Voilà. Est-ce que aujourd'hui on manque d'une définition, ou est-ce que c'est justement un vin qui doit être le plus libre possible ? Alors je pense pas qu'une définition va apporter va changer quoi que ce soit au débat qui s'est passé il y a quelques jours. C'est parce que après, pour moi, le vrai débat, ça serait plutôt de parler de viticulture et vraiment ce que font les gens dans la vigne, parce qu'on se focalise sur les sulfites, mais en fait,
je trouve que pour moi, il est important quand même de mettre sur table un vin qui n'est pas complètement plein, qui a pas de souris, qui a pas une vol qui est out of control. Ça aussi, c'est important. Pour moi, c'est un peu le devoir quand même de quelqu'un qui fait du vin, de vendre un produit, on va dire, stable. Et si c'est une bouteille qui, au bout de 2 minutes, passe en souris et devient imbuvable, après, je sais qu'il y a des gens qui sont très tolérants de la souris. Moi, je ne le suis pas du tout. Mais je ne pense pas qu'une définition change quoi que ce soit par rapport à ça. Est-ce qu'on devrait définir plus le vin ? Alors, le vin naturel, je pense que c'est nécessaire d'avoir quand même des grandes lignes par rapport à ça. Moi, je suis pour une définition. Je pense que le problème, et je me rends compte maintenant de plus en plus quand je reçois des échantillons de gens qui, sur le papier, font du vin naturel, on va dire, et puis tu goûtes le vin et qui n'a plus rien à voir avec un vin comme celui-ci qui est vraiment un vin fait dans une dimension humaine et puis sans rien de rajouter. Donc ça devient compliqué parce qu'après il faut parler aussi des températures de fermentation. Est-ce qu'on fait de la pré-fermentation, on ne fait pas de la pré-fermentation à froid? Est-ce qu'il y a énormément de paramètres finalement qui vont rentrer en jeu au niveau de la vinification. Mais je pense que d'avoir des grandes lignes, un peu comme la 20 méthodes nature, 20 méthodes naturelles. Ouais, 20 méthodes nature. Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne... c'est un bon système. En plus, c'est quand même vérifié par une communauté. C'est-à-dire que il y a des gens qui connaissent, donc il y a un système de référencement qui rapporte aussi une tranquillité. C'est une marque que je respecte. Quand je vois que les vigneronnes sont 20 méthodes nature. Mais je pense que ça serait bien. Mais après, voilà, il faut que tout le monde se mette d'accord. Mais d'avoir au moins un cahier des charges avec une viticulture en bio, des fermentations naturelles et puis pas de sulfite, ou avoir comme 20 méthodes nature, hein, jusqu'à un certain... Un seuil assez bas, quoi. Ouais. Un seuil de sulfite assez bas, pour s'assurer que les vins restent vivants, parce qu'en fait, c'est ça, on parle d'un vin vivant, mais je pense que ça serait... je pense que pour moi, c'est une bonne chose. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire au salon. Alors, au salon, on a une politique de... Moi, j'ai mis en place une politique de transparence. C'est-à-dire que j'ai des vignerons qui sont en nature, ce que j'appelle nature, c'est-à-dire il n'y a aucun intrant pendant la vinification, il n'y a pas de sulfite. Il y en a qui sont donc un peu interventionnistes, donc qui mettent un peu de sulfite, mais tout est déclaré. Donc en fait, on a une transparence sur le site où tous les vins vont avoir il y a un taux de sulfite de 50 ppm ou 30 ppm par litre. Donc ça c'est important aussi, c'est de promouvoir cette transparence. Comme ça, au moins, après, le public ou les acheteurs peuvent décider eux-mêmes. C'est pour défendre ces vins-là que tu as créé Raw Wine ? C'est quoi la mission de Raw Wine ? Alors écoute, à l'origine, c'est exactement ça. Quand j'ai créé Raw Wine en Grande-Bretagne, donc en 2012, c'est parce qu'il n'existait pas, en fait, d'événements qui mettaient en relation donc les producteurs donc de vins nature ou peu interventionnistes mais cultivés en biodynamie avec les pros et les membres du public, parce que je trouve qu'on a tendance, quand on fait des salons un peu comme ça, à faire un salon dédié aux professionnels, et on se dit, parce qu'en fait c'est le professionnel qui compte, c'est ça qui est important, parce que c'est eux qui achètent les vins. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec cette approche-là. Et je voulais vraiment créer un événement pour tout le monde, en fait. Donc, j'ai fait ça à Londres. Ça s'est super bien passé. En fait, ça a été, je crois, une de nos plus grosses éditions. On devait avoir quelque chose, genre 200 exposants. C'était énorme. Dans une vieille brasserie dans l'est de Londres. Ça s'est super bien passé. Et puis, les vignerons ont adoré ce concept.
Ils m'ont dit, écoute, ça serait bien qu'on en fasse ailleurs. Et puis, en fait, c'est comme ça que c'est né. Mais dès le début, la mission de cet événement, en fait, c'était d'être transparent et de promouvoir la transparence et de promouvoir le dialogue entre le consommateur final, donc la personne qui achète la bouteille de vin, et le producteur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà, on parle il y a 2012, tu vois, il y a 12-13 ans, on parlait très peu de vin nature, on va dire sur le marché global. Bon, il y avait bien sûr une scène à Paris, mais quand tu étais en Grande-Bretagne, à New York, Los Angeles, tout ça, on parlait pas de vin nature nécessairement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, et ce qui est toujours le cas, si on sort de la porte ici et on va se balader dans Malakoff et on demande comment est-ce que le vin est fait, la plupart vont te dire c'est du jus de raisin, en fait. Donc, on est toujours à 90% des gens qui boivent du vin sont toujours dans cette réflexion-là. Mais je me suis rendu compte que si on voulait vraiment commencer à faire changer les choses, ça va pas venir de l'industrie. C'est pas l'industrie du vin qui va dire il faut qu'on soit beaucoup plus transparent, il faut qu'on déclare les ingrédients, il faut que le consommateur commence à savoir comment le vin est vinifié et tout ça. Ça n'arrivera jamais. Donc il faut vraiment s'adresser directement aux consommateurs. Donc on a fait une grosse campagne de publicité en Grande-Bretagne. En fait, on a été super successful au début parce qu'on a eu plein d'articles dans le Financial Times, le Guardian et tout ça par rapport à ça. Donc à cet aspect de transparence. Et nous, quand on inscrit un vigneron, il faut qu'il me donne des analyses de sulfite, il y a tout un tas de trucs. On affiche tout sur le site internet. Et en fait, si tu veux, on fait du empowerment, on fait de l'éducation par rapport à la personne qui achète cette bouteille de vin pour qu'eux posent des questions, pour qu'ils aillent chez leur caviste et disent je veux comment ça, est-ce que ça a été vinifié, est-ce que vraiment c'est en culture bio et tout. Et ça a été un peu le fil conducteur, et c'est toujours comme ça. On n'a pas changé. Moi, j'ai pas changé du tout de philosophie. Les choses restent exactement comme elles étaient il y a 12-13 ans. Et pour moi, ça, c'est super important parce qu'en fait, on parle... on focalise le débat des vins nature sur du sulfite qui est, à mon sens, beaucoup trop réducteur. Réducteur, oui. Réducteur. Mais il faut parler aussi de est-ce que les raisins sont bio? On fait beaucoup de négoces en ce moment, mais d'où viennent les raisins? Enfin, tu vois, il y a comme c'est devenu un marché quand même très porteur. Bon, il y a bien sûr beaucoup d'abus qui se passent. Comment ça se passe quand on veut rentrer chez Rowine? Moi, par exemple, demain, je veux faire rentrer mon domaine chez Rowine. Comment est-ce que je fais? Alors, écoute, il y a un questionnaire qu'on envoie qui va poser pas mal de questions par rapport à la manière dont les vignes sont conduites. Est-ce que tu achètes des raisins? Oui, non. D'où est-ce que les raisins proviennent? Est-ce que c'est de provenance bio? Oui, non. On pose pas mal de questions par rapport à la vinification. Bon, est-ce que c'est certifié? Quelle est la certification? Quel est l'organisme de certification? Quand est-ce que ça a été certifié? Si c'est en conversion, quand est-ce qu'on a commencé la conversion? Comment étaient les vignes avant la conversion? Enfin bon, bref. Ensuite, on a tout un questionnaire par rapport à la conduite de la cave. Est-ce que c'est en levure spontanée? Est-ce qu'on bloque les malots? À quel moment est-ce qu'on met des sulfites? Quand est-ce qu'on utilise les sulfites? Après, on me donne des analyses pour chaque vin après la mise en bouteille. Ensuite, ensuite on m'envoie des échantillons et je demande une ou deux références de quelqu'un qui fait déjà partie de Rowine, donc un voisin ou quelqu'un qui le connaît bien. Il faut être un peu coopté. Et puis on leur parle et puis en fait c'est super parce que ça nous permet d'avoir. Non, moi je suis pas sur place donc. Si quelqu'un vient poser une candidature d'un certain pays, donc par exemple en Géorgie, en Géorgie c'est assez compliqué. Moi j'ai passé beaucoup de temps en Géorgie et en fait là en Géorgie je ne prends les gens qui font partie de l'association des vins naturels de la Géorgie parce que je sais qu'ils ont un processus de screening qui est super strict. Donc là tu vois j'utilise après aussi des organismes dans différents pays. En Italie s'ils font partie du groupe Vinatour, ça me donne déjà un petit peu une piste, mais on n'utilise pas que ça. Oui, il faut être coopté, il faut avoir au moins une ou deux références dans la communauté de gens en qui on a confiance pour rentrer. Et puis après, on fait rentrer les gens. J'imagine que vous goûtez les vins aussi. Ouais. Qui est-ce qui goûte?
toi. C'est toi qui décides. Ouais. En tout cas, c'est un des critères. Ouais. Et la dégustation, ça peut être rédhibitoire. Complètement. Alors, je mentirais si je disais que je goûtais absolument tout avant que les gens viennent, parce que des fois, je vais avoir quelqu'un qui va venir. Par exemple, là, j'ai quelqu'un qui vient pour le salon au Japon. J'ai un producteur qui vient de Taïwan. C'est impossible de récupérer les échantillons. Donc, on fait quand même tout le processus. On parle à des gens qui font partie de la communauté. Mais par contre, après, je vais les goûter sur place. Donc, si j'ai pas pu goûter les vins avant que les gens viennent, j'ai une liste et lors du salon, je vais leur parler, on goûte les vins ensemble. Et puis après, soit ils reviennent ou soit ils reviennent pas. Mais souvent, écoute, toi là, j'ai fait une dégustation il y a 2 semaines où j'ai goûté à peu près 30 producteurs qui voulaient venir. Sur les 30, je crois qu'on en a approuvé un tiers. Ouais. Donc si on fait bien le boulot en amont, j'ai pas trop d'échantillons. Si on est un peu rush et qu'on fait venir pas mal d'échantillons, mais normalement on arrive à avoir une bonne idée en mettant tous les éléments ensemble, tu arrives à un peu savoir ce qui va être dans la bouteille. Qu'est-ce que les domaines, les vignerons, les vigneronnes, ils viennent chercher en étant chez Raw Wine ? Bah écoute, je pense que c'est déjà on a une, j'appelle ça une plateforme. En fait, notre site, tu vois, on a à peu près 50 000 personnes tous les mois qui utilisent activement le site. Donc, quand on met un vigneron, je dis vigneron, mais j'en entends, c'est vigneron vraiment à la pluralité, vigneron-vigneronne, mais bon. Quand quelqu'un rentre sur le site, je sais qu'il y a énormément d'importateurs à travers le monde qui vont déjà commencer à regarder. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit j'ai trouvé un importateur juste en étant sur le site, parce qu'ils utilisent ça beaucoup comme pour trouver des nouvelles références pour un pays ou un autre. Donc déjà, je pense que ça donne une très belle vitrine. Donc c'est un outil qui est assez important. J'ai des gens qui en fait qui veulent être uniquement sur le site, qui est complètement gratuit, d'y paraître, uniquement pour avoir accès ou pour avoir de la visibilité. Donc ça c'est une chose. Ensuite, quand on rentre sur sur un salon, on est à 70% de pros qui visitent les salons. Donc c'est surtout par exemple à Paris, j'ai beaucoup de vignerons français, je dirais des jeunes vigneronnes françaises qui sont là pour développer l'export, qui vont, parce qu'on a énormément d'importateurs qui vont venir du Canada, de Belgique, donc en fait c'est un accès à un marché export. Là en France, mais quand on va par exemple au Canada ou au Japon ou autre, c'est aussi pour développer en fait ce marché export. Et je dirais finalement aussi de fidéliser une clientèle, parce qu'en fait je m'en suis rendu compte beaucoup avec Covid, les producteurs qui viennent et qui sont en contact avec le consommateur final. Quand même, ils développent des liens qui sont super solides. Et quand on arrive à des moments de crise comme Covid, où même là, il y a quand même pas mal de stocks à vendre pour beaucoup de monde, quand on a fait quand même cet effort commercial d'avoir on va dire une fan base, des clients fidèles, oui. Voilà, c'est ça. Je pense que ça aide beaucoup. Donc, pour moi, c'est très très important de voir des pros, mais aussi de parler avec la personne qui va acheter la bouteille de vin au final. Et en dehors des salons auxquels les vignerons et vigneronnes peuvent participer, est-ce que tu arrives à créer une forme de communauté, des échanges entre des domaines sur des sujets techniques ou que sais-je, mais est-ce que tu arrives à créer ça ? Est-ce que c'est une volonté déjà de créer ça ? Alors, je sais que ça se fait beaucoup. C'est-à-dire parce que c'est souvent, les vignerons, on va dire, reviennent souvent au salon. Donc, il y a quand même une amitié qui se tisse. Et je sais qu'il y a énormément d'échanges en dehors du salon. Nous, on aide beaucoup hors salon à développer les réseaux commerciaux. C'est-à-dire que souvent, on a un email de quelqu'un qui voudrait se développer sur un marché particulier où on donne des noms. Moi, je sais un peu
qui va acheter du vin nouveau sur un marché, parce que je parle beaucoup avec les importateurs. Donc là, j'aide beaucoup à faciliter à ce niveau-là quand on peut. Au niveau des relations techniques, on n'a pas créé de réseau, on va dire, de manière formelle. Mais ça se passe. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre vignerons, et aussi, par exemple, un vigneron va venir à un salon, un importateur va goûter les vins en disant ouais, ça c'est bien, mais il manque de blanc dans ta gamme. Si tu veux vraiment pénétrer ce marché-là, il faudrait peut-être un blanc ou un pétillant. Il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Et aussi, moi, j'aide aussi un petit peu quand on me le demande, parce que c'est toujours un peu délicat, mais au niveau habillage. Au niveau des bouteilles, parce que souvent je trouve que il y a un habillage où il y a une représentation en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille qui n'est pas du tout en adéquation avec le travail qui est fait à la vigne. Et ça, malheureusement, dans un monde où Instagram vend beaucoup de vin, ça reste important. Est-ce que tu as des vignerons, est-ce que tu as des gens qui sont là depuis le début? Et quelle relation t'entretiens avec eux? Oui, j'ai des gens qui sont là depuis le début. Écoute, Franck Cornelissen, par exemple, ou Le Puy, des grands fidèles qui sont là depuis. Et puis là, on a une relation où on a grandi ensemble, finalement. Parce que nous, quand j'ai commencé, je connaissais très peu le marché. Donc, il y a des vignerons avec lesquels, ou vigneronnes avec lesquels j'ai développé un peu cette relation où... je leur demande conseil, je leur dis, bon, écoute, là, je pense que, tu vois, Berlin, en fait, c'est en grande partie avec une impulsion de Franck Cornelissen qui me dit, écoute, l'Allemagne, c'est vachement compliqué, comment est-ce qu'on pourrait développer ce marché-là? Donc, du coup, moi, je suis allée voir, j'ai essayé de trouver une salle, puis on a lancé Berlin, qui a mis des années à se développer. Bon, maintenant, on a un salon qui est vachement bien établi, mais ça a été compliqué au début. Hein. Dans un bel endroit, en plus. Dans un bel endroit depuis le début. Mais ça a été très compliqué. Donc, en fait, j'ai une relation avec certains vignerons ou vigneronnes où on grandit ensemble et on s'est développé ensemble. Et je demande très régulièrement conseil par rapport à un marché ou tiens, qu'est-ce que tu en as envie d'aller au Japon, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que vous nous suivez, mais souvent on envoie des questionnaires à tout le monde. Voilà, on pense à telle ville, qu'est-ce que vous en pensez, faites-nous un retour, parce qu'on moi, si tu veux, je suis la jonction entre les producteurs et bien sûr le marché. Et finalement, je dirais que je commence à avoir une connaissance du marché international quand même assez profonde, puisque quand je lance par exemple quelque chose à Los Angeles, je suis obligée de savoir vraiment ce qui se passe là-bas. Idem à Toronto et donc nous je fais vraiment la jonction un peu entre ces deux mondes, ce qui est super. Mais bon, tu vois, après quand on a un événement comme Covid, là on fait rien pendant 2 ans et demi. On suit vraiment la tendance finalement au niveau. On suit la tendance, on fait vraiment partie de l'industrie. Vous avez créé donc Rowine en 2012, et si je ne me trompe pas, la première fois que vous êtes venu à Paris pour faire un salon, c'était l'année dernière, 2023, alors que c'est quand même un marché important, et il y a quand même beaucoup de producteurs de vin nature en France. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été une priorité? Et qu'est-ce qui fait que tu es plutôt allé aux États-Unis? L'Angleterre, on a compris. Mais qu'est-ce qui fait que tu es allé ailleurs avant de venir en France? Très simplement parce qu'en fait, il y a eu une demande explicite d'aider de la part des producteurs, mais également de l'industrie, de venir à New York, par exemple, en disant on a vraiment besoin d'un salon comme le tien. Les producteurs également avaient besoin d'un soutien, d'un appui, on va dire, commercial. Et puis, il se passait rien. Alors qu'à Paris ou en France, comme tu dis, il y a une pléthore de salons. Donc, en fait, si tu veux, j'ai mis longtemps à vouloir venir. Je ne sais pas si c'est encore une bonne décision, une mauvaise décision. Hein, tout reste à savoir dans le futur. Mais
J'ai mis longtemps à venir parce que, en fait, je me suis dit, mais il y a tellement de choses qui se passent, est-ce qu'on n'en a rien à apporter à ce marché-là ? Et là où j'ai commencé à changer d'avis, c'est quand les producteurs étrangers, finalement, ont commencé à me dire, écoute, nous, on aimerait bien faire quelque chose à Paris, mais on n'a pas notre place, puisque quand tu regardes les salons qui se passent, c'est quand même à grande dominance française. Et donc après, ça va être très régional. Il va y avoir beaucoup de la Loire, beaucoup du Languedoc, du Roussillon, du Rhône et tout ça. Mais finalement, il y a tout un tas de... Comme les Georgiens. Écoute, moi, j'ai 15 ou 16 Georgiens qui viennent à Paris. Ils vont aller où, les Georgiens ? En fait, il y a peut-être un ou deux qui vont se retrouver dans un salon parce qu'il y a affinité, parce que c'est organisé par leurs distributeurs français. Enfin, tu vois. Donc, c'est là où je me suis dit, finalement, peut-être qu'il y aurait une place à faire pour pouvoir accueillir donc tous les vignerons qui nous suivent partout et qui finalement ne sont pas représentés en France. Oui, parce qu'on est très chauvin en France. On a du mal, de manière générale, j'entends, à boire des vins étrangers, même à imaginer qu'il y a des bons vins en Autriche, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est vrai. Ouais. Et c'est une des critiques premières des producteurs qui me disent, mais c'est super compliqué d'intégrer le marché français parce qu'ils boivent du vin français, donc c'est pour ça. Hein. Alors après, je me suis dit, voilà, ce week-end, c'est notre 2e édition, à voir si on reviendra ou pas après. Tu parles beaucoup du marché, tu dis que tu as une connaissance du marché international plutôt bonne, enfin assez pointue en tout cas. On entend beaucoup en ce moment que le monde du vin va au-devant d'une crise assez importante. On voit par exemple Bordeaux qui commence à arracher des vignes. On parle des problèmes de vente dans les Côtes-du-Rhône ou dans le Languedoc. Bon, je me concentre sur la France, mais il n'y a pas que la France qui compte là. C'est quoi ta vision aujourd'hui du marché du vin ? Je sais que c'est une question un petit peu large, mais est-ce que c'est un marché qui va bien ? Est-ce que c'est effectivement un marché qui commence à être en crise ? Et s'il est en crise, d'où ça vient ? Oui, alors ça, c'est une grosse question. Si tu veux, déjà, je vais commencer à ramener cette question à un niveau beaucoup plus localisant pour moi, parce que j'ai une connaissance du monde du vin naturel et très niche et des vins vinifiés de manière peu interventionniste, si on veut être plus, on va dire, politically correct, ou pour vraiment cibler. Mais je parle d'un volume qui représente moins de 1% de la production mondiale totale. Donc, en fait, ma connaissance, ça reste quand même super limitée. Je dirais que on est, bien sûr, écoute, on vient de passer une crise énorme avec Covid. Je pense que 2023 a été très, très compliqué pour beaucoup de personnes et beaucoup de marchés où il y a eu on avait fait beaucoup de réserves. Les importateurs avaient acheté énormément de vin suite à Covid en se disant, les gens commencent à boire beaucoup, boivent mieux parce qu'ils restent à la maison, donc ils ont plus de cash, donc les bouteilles sont plus chères. Donc il y avait un stockage qui avait été important. En plus de ça, il y avait ce problème d'envoyer les vins, de cette espèce de problème d'export, de transit qui prenait énormément de temps. Donc, il y avait beaucoup de distributeurs qui avaient fait des grosses réserves en se disant on va avoir les stocks nécessaires. Donc, on s'est retrouvé en 2023 avec quand même beaucoup de stocks à écouler. En même temps, face à un pouvoir d'achat qui est rentré en crise. Avec l'inflation, avec les gens qui ont décidé de sortir et donc de moins boire à la maison, mais de dépenser moins en restaurant. Donc, on est tombé sur une catégorie de vins moins chers. Donc, on s'est retrouvé avec des stocks, avec des vins qu'on ne savait plus vendre, puisque les gens ont changé un peu leur manière de... Mais ça, je te parle des États-Unis, je te parle... tu regardes ce qui se passe en Corée où il y a eu un gros déclin de la consommation. Nous, on pensait faire un salon à Séoul qui finalement on a mis en pause, où on est passé d'une consommation de vin naturel on s'est mis à redécouvrir les spirits et le gin et tout ça. Donc, en fait, on est dans un climat... Là, je pense que 2024, ça commence à
aller mieux sur beaucoup de marchés, mais on a un climat où on est passé en surproduction d'un côté de la part des producteurs qui se disaient tout ce qu'on produit on peut le vendre, avec un climat avec pas mal de surstockage de la part de la distribution, et donc on a été dans un climat super compliqué en 2023, un peu pareil quand même début 2024, mais je pense que là ça va commencer. Là, je pense que ça commence, d'après les échos que je reçois, ça commence à changer. Mais c'est vrai que l'année dernière, beaucoup d'importateurs ont arrêté de travailler avec certains producteurs et n'ont pas cherché de producteurs nouveaux. Alors que d'habitude, tu vois, sur les salons, on me dit toujours, tiens, si tu connais un truc de cette région, dans ces prix-là, on est preneur et tout. Là, l'année dernière, ça s'est pas passé. Mais là, ça commence j'ai l'impression que ça commence à repartir sur une note plus positive. C'est quoi un salon réussi ? Un salon réussi, c'est tous les vignerons, tous les producteurs qui repartent avec le grand sourire et qui me disent à l'année prochaine. Et c'est-à-dire, écoute, du monde, pas trop de monde non plus. J'ai eu des salons où, je dirais, on avait peut-être trop de monde, mais un bon flot. Avec un trade solide, c'est-à-dire avec un bon nombre de professionnels solides, et puis quelques dégustateurs avertis aussi qui posent pas uniquement la question qu'est-ce que c'est comme cépage dans ce vin-là, parce que ça, je sais que ça prend la tête à beaucoup, mais oui, c'est ça, c'est Souvent, en fait, c'est assez compliqué de prendre la température d'un salon parce que tu vois, je me souviens, toi, l'année dernière, on a fait une belle journée dimanche. Bon, mais on a eu la grève, donc il y a eu énormément de personnes qui n'ont pas pu venir. Mais la qualité des gens a été énorme, et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont trouvé de la nouvelle distribution, qui sont ressorties avec des super cartes de distribution. Donc après, c'est très difficile parce que j'ai des producteurs qui ont une distribution sur tous les pays pratiquement possible, tu vois, qui vont avoir 30 ou 40 marchés export. L'année dernière, j'avais quelqu'un qui n'avait pas un seul marché export, et je sais qu'il a trouvé 2 ou 3 marchés. Donc tu vois, ça, c'est un salon réussi pour eux. Ok. Je voudrais qu'on change de sujet, qu'on parle un petit peu de style de vin, mais il y a quelques années, tu as fait de la télé. Notamment une émission qui s'appelait That Crazy French Woman. Ah oui, d'accord, c'est pour la Géorgie. Pour la Géorgie, ouais. Donc il y a cet épisode en Géorgie. Et il y avait une autre émission de télé que tu avais faite, mais bref, c'était sur celle-là, sur la Géorgie, que je voulais me concentrer. Tu démarres l'épisode en disant que le vin à l'échelle mondiale, il est devenu très ennuyeux, avec les mêmes cépages partout, avec les mêmes manières de faire le vin partout. Donc c'est une émission qui date un petit peu, qui a un peu plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne. C'est ça, oui. Qui a une dizaine d'années. Oui. Est-ce que la situation, elle s'est améliorée ? Pas du tout. Écoute, on est toujours exactement dans la même situation. Ce qui a changé, par contre, c'est que l'accès au vin avec des cépages complètement différents, tu vois, que tu parles de la Tchéquie, de la Slovaquie, de la Géorgie. Maintenant, tu sais, moi, quand j'étais en Géorgie, il y a... je crois que ça fait une dizaine d'années, on avait fait ce film. Il y avait 3 personnes qui faisaient des creveries, donc des amphores, à l'époque, qui n'arrivaient pas à les vendre. Maintenant, c'est impossible de mettre les mains sur une bonne amphore en Géorgie. Donc, il y a eu un essor extraordinaire. Moi, il y avait 5 ou 6 personnes qui faisaient du vin, mais qui ne l'exportaient jamais. Moi, j'avais goûté la raison pour laquelle j'étais allée là-bas, c'est que j'avais goûté des vins sur un salon de slow food il y a une quinzaine d'années, et il y avait ces producteurs-là. Slow food, qui est un mouvement créé en Italie et qui essaye de promouvoir des variétés autochtones, une agriculture respectueuse de l'environnement, et qui a des sortes de conservatoires de certaines variétés autochtones un petit peu partout dans le monde, avec des gens qui défendent ici une variété de haricots, ici une variété de salade, ici telle autre plante. Voilà. C'est ça, bravo. Merci. Et là, j'avais rencontré 2 ou 3 Géorgiens, j'avais goûté vin, j'ai dit, oulala. Et puis, après, le gouvernement géorgien m'avait invité pour aller faire un petit séjour là-bas. Et puis, c'est là est née l'idée du film. Mais à l'époque, tu pouvais pas acheter une bouteille de vin géorgien, alors que maintenant, tu vas dans quand même les bonnes caves à Paris qui font... Oui, ça se trouve un petit peu plus facilement. Ouais. Donc ça a changé. L'accès
et je dirais grâce à l'essor du monde, du réseau du monde du vin naturel, il y a eu quand même une explosion de la distribution et de lieux où tu peux trouver tous ces vins-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc je dirais, le monde du vin n'a pas vraiment changé, mais par contre, il est beaucoup plus facile maintenant, comme écoute ça, d'avoir ça c'est disponible à Paris, d'avoir le vin de Samos, là, le vin de Samos, goûté, par exemple, ouais. tu vois. Donc l'accès est complètement différent. Après, si les gens veulent rester à boire du vin français en France, whatever. Mais la possibilité est là quand même, maintenant. Et est-ce que toi, ta vision du vin et surtout ton goût, il a évolué depuis que tu as eu le Master of Wine, par exemple, c'est une quinzaine d'années à peu près? Est-ce qu'en 15 ans, ton goût, il a changé? Et si oui, comment? Oui, alors écoute, moi j'ai fait une école quand même très, on va dire, conservative. C'est quand même les dégustations, comme tu fais le W7 et le Master of Wine, tu apprends à goûter des choses, on va dire, dans le moule. Donc, il fut un temps où je buvais et j'appréciais, on va dire, des vins que je ne pourrais plus boire maintenant. Hein. Malheureusement, j'en ai jamais vraiment eu dans ma cave parce que j'avais jamais vraiment l'argent pour les acheter. Mais je parle des crus classés à Bordeaux et tout ça. Tu sais, on a eu la chance... Quand tu es étudiant en Master of Wine, tu as la chance quand même d'avoir, on va dire, d'avoir la possibilité de faire des expériences assez géniales, même si maintenant, oui, mes goûts ont changé, puisque à l'époque, je trouvais ça extraordinaire. Maintenant, j'y mettrais sûrement même plus les pieds. Mais donc, bien sûr, j'ai évolué énormément. Je dirais depuis 10-12 ans, non. Depuis que j'ai mis ou 15 ans, depuis que j'ai mis les mains, les pieds et puis tout l'ensemble de mon corps dans l'immersion dans les vins nature, je bois à peu près la même chose. Donc, moi, j'ai une très peu de tolérance pour les SO2, pour les sulfites en vinification. Donc, je dirais ce que je bois à la maison, ce que j'ai en cave. J'ai pas mal de choses que je vieillis d'ailleurs. C'est pratiquement quasi que du sans sulfite, avec, on dirait, les 20-30 maximum à la mise. C'est ce que je bois. Ouais, je bois pas autre chose. Et pourtant, les vins naturels, ça vieillit pas, non? Oui, non, ça vieillit pas du tout. C'est bien. Donc, oui, non, je dirais que depuis 15 ans, ça, j'ai pas... Ça n'a pas évolué, mais par contre, depuis 20-25 ans, ça a énormément changé. Ouais. Et à part la bouteille qu'on a sur la table aujourd'hui, c'est quoi le dernier vin qui t'a ému? J'ai la chance d'avoir beaucoup de vins quand même chez moi. Et lorsqu'on avait, pendant Covid, donc quand tu te retrouves avec un business dans l'événementiel qui ne fait plus de business, tu te grattes la tête de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et parce que j'avais gardé toute l'équipe, j'ai décidé de lancer un magasin en ligne que j'ai toujours. Et dans ma grande... une idée encore plus merveilleuse, je me suis dit, mais on va même importer du vin. Donc j'avais importé du vin d'amis au Chili que j'adore. Et donc, quand j'étais allée au Chili et que j'avais goûté beaucoup de choses, on avait importé des vins de... Alvarado et Herrera, je ne sais pas si tu connais, qui sont... J'ai jamais goûté malheureusement, mais j'en entends parler. Ouais. Super. Qui d'ailleurs sont passés très proches des feux là. Il y a quelques mois là. Il y a quelques jours là, les feux qui sont à Marga. En fait, ils sont arrivés juste à côté de chez eux. Aussi les vins de Macato, qui sont extraordinaires d'ailleurs. Il me semble que c'est ça que je voulais te faire goûter. Je crois que j'en ai pris une bouteille avec moi pour faire goûter à l'équipe là. Et puis et donc ça, tu vois, c'est des vins qui sont extraordinaires, qui sont très peu connus finalement. Bon, ils font très peu de bouteilles, mais c'est des vins pour moi qui ont une très belle identité. Tu sais, quand tu arrives quand tu vas te promener au Chili et que tu vois ces país par exemple qui ont des centaines d'années et qui proviennent de terroirs extraordinaires.
qui ont eu du mal à être vendus, puisque même dans le milieu du monde des gens qui apprécient ce genre de vin, c'est quand même des vins qui sont pas faciles à vendre. Pourtant, c'est des vins qui sont pas chers. Et de goûter un pays qui vient de vignes centenaires sur des terroirs exquisites, c'est magnifique. Ouais, le Chili, c'est un bon exemple de pays qui à la fois s'est collé sur le goût international, avec une production très importante de Cabernet notamment et de Merlot. Merlot, Chardonnay, Sauvignon blanc, un peu de Syrah aussi. Et qui a aussi un patrimoine assez dingue de cépages locaux, de vieilles vignes, et qui sont un petit peu connus, mais comme tu dis, qui se vendent pas forcément facilement, quoi. Voilà. C'est un casse-tête, en fait, extraordinaire. Et je n'arrive pas... Tu vois, je suis allée passer 3 semaines dernièrement en octobre. Et j'ai fait vraiment long en large. J'ai visité plein de monde. Et c'est toujours quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. À l'heure d'aujourd'hui, comment est-ce que le Chili... Je pense que le Chili, c'est un peu tirer une balle dans le pied en développant, comme tu dis, cette réputation du bon pas cher, du vin avec un vin à cépage bon et pas cher. Et finalement, le Chili a énormément de mal à laisser la place à une autre identité qui devrait être partout, parce que c'est des vins qui sont pas très chers et c'est des vins extraordinaires. Donc c'est une région pour moi qui a besoin de soutien, surtout quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques mois et puis là dernièrement au niveau des feux et tout. C'est très 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 compliqué, parce qu'en plus au Chili, c'est un problème social où la vieille génération, on va dire, des gens qui ont 70, 80 ans, qui ont les vignes, disparaît, mais les jeunes vont à la ville parce personne n'arrive vraiment à vivre de cette industrie-là. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un soutien énorme à apporter à ce pays-là. Donc bientôt Raw Wine en Amérique du Sud, peut-être. Écoute, Raw Wine Santiago, c'est pas exclu, mais why not? Vous êtes combien chez Raw Wine pour faire tout ça là? Alors écoute, on a une équipe à temps plein, on n'est pas beaucoup, donc je devrais le savoir automatiquement. On est 5 temps plein au niveau production, s'occuper des producteurs et tout ça. J'ai 2 personnes aussi à temps plein en web, donc 2 programmeurs. Et puis après, j'ai toute une équipe, on va dire, qui travaille comme ça en freelance, au niveau design et tout. Mais finalement, on est une équipe assez importante. Et c'est pas uniquement finalement par rapport à la production d'un événement, parce que ça, c'est assez... Bon, déjà, ça fait longtemps qu'on le fait, on est bien rodé. Mais ce qui prend énormément de temps, c'est toute cette gestion en fait du site. De mettre les informations en ligne, d'essayer d'avoir des informations qui sont up-to-date. Et puis, on fait énormément... Tu vois, quand quelqu'un dit « Tiens, je veux venir à Tokyo », on a un travail énorme de gestion par derrière, rien qu'avec les échantillons, parce qu'en fait, on aide les vignerons, les domaines, merci. On aide les domaines qui ne sont pas distribués au Japon. On les aide à emmener leurs échantillons sur place. Pareil avec Toronto, Montréal. Donc, en fait, il y a une gestion énorme par derrière par rapport, oui, surtout aux échantillons, à la logistique. Donc, en fait, finalement, c'est assez lourd comme organisation. Et puis après, même, quelqu'un me dit, tiens, on va venir au salon, on ne les connaît pas. Là, il y a tout un processus qui est aussi assez lourd administrativement. Donc, en fait, il se passe beaucoup de choses derrière la scène. Quand tu viens, moi, tu vois, pour moi, le Paris, ça y est, il est déjà organisé. Je suis à fond dans Tokyo, parce qu'en fait, Tokyo, ça se passe super bien. Je pense qu'on va être fully booked très, très rapidement. On a juste mis les billets en vente il y a une semaine. Donc, il y a une super effervescence par rapport à ça. Et là, c'est un salon, par contre, qui demande une minutie extraordinaire. Dans tes rêves les plus fous, t'aimerais que ça devienne quoi, Raw Wine, dans les années à venir là? Écoute, pour moi, en fait, ce qui est important, c'est...
en fait, j'aimerais que ça inspire. En fait, si tu veux, j'ai pas l'ambition de faire des salons dans le monde entier. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on fait des salons dans le monde entier, mais je trouve qu'on est bien au niveau taille, peut-être 1 ou 2 salons en plus, comme ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le... Qu'est-ce qu'on donne de legacy? Quel est le rôle de raw wine, on va dire, dans le monde du vin, et même si on a une toute petite part, je pense que on fait beaucoup plus de bruit et puis avec les vins nature en général, ou on va dire les vins un peu interventionnistes et tout ça, on fait beaucoup de bruit par rapport au volume de vin qu'on produit. Et pour moi, ce qui est important, c'est de revenir finalement à l'environnement, à la nature. Et j'aimerais que, avec le peu de bruit qu'on fait, nous, qu'on inspire des domaines, même s'ils ne viendront pas nécessairement faire partie de raw wine, mais qu'on inspire des domaines à travailler différemment en vigne. Moi, j'espère que le travail qu'on fait et le bruit qu'on fait, et de voir que finalement c'est un secteur qui quand même est en croissance au niveau value et au niveau valeur, enfin volume et valeur, et qu'on arrive à avoir un impact positif sur d'autres domaines qui se disent finalement ça marche. Il faut qu'on change la manière de cultiver la terre, parce qu'il y a que comme ça on pourrait tellement avoir d'impact au niveau de l'environnement si on changeait un tout petit peu la manière de cultiver l'ensemble des terres au niveau de la rétention du carbone, au niveau de la pollution et tout ça. Et je pense que pour moi c'est ça, et c'est pour ça que des fois quand on se prend la tête avec 10 mg de sulfite ou quoi, je me dis mais pour moi ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on grandisse l'audience, hein. Il faut que les gens achètent les vins, parce que c'est bien de les faire, mais s'il y a personne pour les boire, ça sert à rien. Il faut les vendre et les boire. Exactement. Et il faut les vendre bien pour que au retour le domaine puisse grandir, puisse mieux travailler. Et ça, c'est part de marché. Il faut les prendre, il faut les créer, mais ça demande beaucoup de travail. Et ça, je pense que ça, pour moi, c'est important de voir un peu, d'avoir une vision des choses un peu plus globale que de se prendre la tête avec 10 ppm et un peu de souris. Même si ça, bien sûr, c'est important. Parce qu'on a, dans 100 ans, il n'y aura plus d'agriculture. Donc, c'est ça. C'est maintenant où il faut se dire, comment est-ce qu'on peut... La seule manière d'aider tous ces domaines-là, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut toucher un public nouveau, par exemple en Taïwan, ou comment est-ce qu'on peut grandir les choses en Californie, qui est un marché qui pourrait vraiment se développer, mais qui est encore vachement traditionnel. Pour moi, c'est les vraies questions. Parce que si on développe des marchés, si les gens commencent à boire plus de ces vins-là, il y aura une conversion automatique sur des terres, il y aura une vinification qui va se transformer, qui va devenir de plus en plus naturelle. Si tu veux, pour moi, on est sur c'est un long chemin, mais il faut pas oublier l'aspect commercial, parce que si je te dis, pour moi, si tu peux pas créer des business qui sont sustainable, on peut pas, c'est compliqué de commencer quand on est jeune et tout, donc il faut développer les marchés. Et je me vois un peu je pense qu'on aide pas mal dans cette optique-là. Là, en creux, il y a un sujet qui est la valorisation du vin. Combien on le vend? Est-ce que je réfléchis en même temps, j'ai un peu du mal à poser ma question, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui le vin il est au juste prix, en tout cas dans les vins que toi tu connais, dans le marché que tu connais? J'ai parfois l'impression que le prix du vin a beaucoup augmenté ces dernières années. Comment est-ce qu'on définit le prix juste d'une bouteille? Alors ça, c'est... c'est la martingale. C'est the $1 million question. Et je pense que ça va dépendre d'un domaine à l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines qui ne vendent pas suffisamment cher.
Et comment le savoir? C'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir payer leurs frais, ils peuvent pas agrandir, ils peuvent pas travailler de la manière dont ils voudraient vraiment travailler. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de domaines qui sont pas encore là et qui vendent pas suffisamment cher par rapport au travail qui est demandé. Donc quand tu veux faire une bouteille, on va dire une naturelle, ou on peut vinifier de manière peu interventionniste avec des vignes en bio, mais bon, on s'entend. Après, quand tu regardes le coût de la matière sèche, quand tu regardes le coût d'une bouteille en verre au cours des dernières années, c'est astronomical. Astronomique l'augmentation, merci. Parce qu'il y a une pénurie, parce que le coût du transport, le coût du bouchon, donc en fait il y a énormément il y a des coûts qui se sont vraiment rajoutés par rapport à la production d'une bouteille. Et puis quand tu passes sur un marché export, tout ça se multiplie parce que tout le monde prend sa marge sur un coût qui est déjà beaucoup élevé. Mais tu sais, quand quelqu'un vend sa bouteille, je sais pas, des Parcave 5, 6, 7 ou même 8 euros la bouteille, incluant l'habillement, donc la bouteille et tout ça, il reste pas grand-chose à la fin du mois non plus. Donc en fait, pour moi, la vraie question, c'est comment différencier le vin que tu vas retrouver à 1 euro dans un supermarché par rapport à quelque chose qui va se vendre à 20-25 euros. Comment communiquer de cette valeur ajoutée, de l'éthique qu'il y a derrière, du travail manuel qu'il y a derrière. En fait, c'est tout un art que se cache derrière une bouteille, et c'est vachement compliqué. En fait, tu peux pas communiquer tout le travail. Quand tu vois une bouteille dans un magasin, quand tu le goûtes, oui. Et encore, il faut savoir le goûter. Mais quand tu goûtes, oui, tu commences à avoir une appréciation. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est en phase où tu as les vins dans un supermarché qui peuvent coûter très, très peu. On a après toute une gamme de vins... comme ce que tu vas goûter à Rowan, qui se trouve, je dirais, un peu dans le middle market. Après, on a des champagnes, on a des choses plus chères. Et puis après, tu vas te retrouver dans les vins beaucoup plus marketing, parce qu'il ne coûte pas plus cher de faire un vin dans un cru classé à Bordeaux que 30 km à côté c'est peut-être même encore plus cher, plus de travail manuel dans un petit domaine en Côte-de-Bourg qui va pas vraiment faire partie d'une appellation prestigieuse. Après, c'est cet aspect marketing. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, toute la filière, on va dire, pro, c'est communiquer cette éthique et trouver des gens qui vont trouver que ça les vaut, quoi. Comme boire moins et boire un petit peu mieux, comme on fait avec une bonne pièce de viande ou un poisson. On en mange moins, mais peut-être qu'on... Tu vois, nous on mange très très peu de viande à la maison, mais bon, quand on va... je vais prendre un morceau qui va venir enfin, je sais d'où ça va venir et tout ça, mais... C'est ça aussi, c'est comment communiquer le travail qui va à l'intérieur de cette bouteille, que ce soit avec l'habillage, et puis après il y a toute une sensibilisation à faire sur ça, et à mettre en valeur le travail de tous ces domaines magnifiques. Bon, j'arrête avec mes questions très larges et je passe à la dernière question traditionnelle du podcast. Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais ? Oui, j'adore ce que je fais, ouais. Franchement, j'adore. Des fois, c'est compliqué, hein. Tu sais, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle de créer Raw, de tout le monde qui est... Tous ceux, quand j'ai eu mon Master of Wine, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à travailler avec des vins où il n'y a pas d'audience, bref. Et puis, tu vois, je m'éclate. Franchement, je m'éclate, ouais. Très bien. Merci Isabelle. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Isabelle, merci infiniment pour cette belle interview et l'ouverture internationale que tu apportes à ce podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne peux que vous recommander de vous rendre sur le site de Raw Wine.
Il y a une multitude de domaines référencés avec des pépites partout en France et partout dans le monde. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!